Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle chaîne dédiée aux mathématiques qui s'appelle De Maths en Pis. L'objectif de cette chaîne est de vous partager l'essence et le sens de concepts mathématiques variés en y apportant parfois un éclairage technique et ou informatique. Que vous soyez un promeneur occasionnel du grand pays des mathématiques ou bien un explorateur averti, installez-vous confortablement. Notre voyage aujourd'hui nous conduit dans le monde de la cryptologie. Alors, qu'est-ce que la cryptologie? Eh bien, étymologiquement, c'est la science du secret. Historiquement, les personnes voulaient s'assurer de la confidentialité des messages qu'elles s'envoyaient, particulièrement en période de guerre ou bien pour des affaires amoureuses. Elles ne voulaient pas qu'un éventuel espion qui intercepte leurs messages puisse en soutirer une quelconque information. Mais de plus en plus, et notamment à l'époque moderne, la cryptologie, elle prend également en compte les paramètres d'authenticité, être sûr que c'est bien la personne qu'on croit qui nous a envoyé le message qu'on a reçu, et également l'intégrité, s'assurer que le message n'a pas été corrompu en cours de route. Alors ici, je vous présente une frise chronologique avec quelques dates choisies de l'histoire de la cryptologie. On commence avec les Spartiates. Alors eux, ils avaient un bâton en bois sur lequel ils enroulaient un ruban, et il fallait avoir le bon diamètre de bâton pour que justement les lettres présentes sur le ruban s'alignent parfaitement pour qu'on puisse lire le message. Ensuite, il y a eu le chiffrement de César sur lequel on va revenir, amélioré plus tard à la Renaissance par Vigenère. Et dans l'époque plus moderne, pour faire face vraiment à la puissance de calcul des ordinateurs, il y a de nouveaux cryptosystèmes qui sont arrivés, par exemple le chiffrement RSA dont on va parler, et l'algorithme AES qui est à ce jour le cryptosystème le plus sûr. Alors, regardons de plus près ce chiffrement de César. En quoi consiste-t-il? Eh bien, vous prenez votre alphabet, ici on va prendre l'alphabet de la langue française, et vous choisissez de décaler toutes vos lettres. Vous choisissez un nombre, ici je vais choisir 3, et je décale toutes mes lettres de 3 rangs. Ainsi, la lettre A devient la lettre D, la lettre B devient la lettre E, etc. Donc, si je veux chiffrer le nom Jules César, eh bien, ça devient ceci. Et non, je ne le prononcerai pas. Alors, imaginons-nous un instant à la cour du roi Arthur. Ce dernier reçoit un message du roi Burgonde qui dit cela. Évidemment, c'est un message crypté et il se demande bien comment il va pouvoir le déchiffrer. Alors, comme il sait que le roi Burgonde a utilisé un chiffrement de César, il sait qu'une même lettre est toujours codée de la même façon. Donc il regarde quelles sont les lettres qui sont les plus fréquentes dans la langue française et il en déduit, donc ça c'est une hypothèse de travail, que la lettre la plus représentée ici c'est le J, donc le J correspondrait à la lettre E, la lettre F pourrait correspondre à la lettre A, et il obtient déjà une partie du message. Et puis de toute façon il n'a que 26 possibilités pour à une lettre donnée lui associer son chiffré, et donc on peut toujours lancer une recherche exhaustive et retrouver le message envoyé par le roi Burgonde. La fleur en bouquet fan. Et j'emmène René. Alors intéressons-nous maintenant au chiffrement RSA. Le chiffrement RSA, il a été créé en 1977 et c'est un chiffrement asymétrique. C'est-à-dire que pour chiffrer, vous allez utiliser une clé et pour déchiffrer, vous allez utiliser une clé différente. Ce ne sont pas les mêmes clés pour chiffrer et pour déchiffrer. Alors pour vous expliquer justement la création de ces deux clés, je vais faire appel à quelqu'un de puissant, je vais faire appel à Gandalf, le magicien dans le Seigneur des Anneaux. On va décomposer l'explication en 4 étapes. Il vous faut suivre 4 étapes pour créer vos clés. La première, vous choisissez deux nombres premiers distincts et très très grands. Très très grands, c'est-à-dire avec plusieurs centaines de chiffres dans leur écriture décimale. Qu'on soit tous d'accord, un nombre premier, c'est un nombre qui n'est divisible que par 1 et par lui-même. Les premiers nombres premiers sont 2, 3, 5, 7, etc. 1 n'est pas un nombre premier. Et donc ici, on va en choisir deux très grands, première étape. Ensuite, on va faire le produit de ces deux nombres premiers, on va l'appeler n, et on va calculer phi de n. Peut-être est-ce une nouveauté pour certains d'entre vous. Donc phi de n, c'est l'indicatrice de l'air.
Donc l'indicatrice de l'aire appliquée à un entier n, eh bien, elle va compter le nombre d'entiers compris entre 1 et n qui sont premiers avec n. Alors dire que deux nombres sont premiers entre eux, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'autre diviseur commun que 1. C'est le cas par exemple des nombres 2 et 9. Ce n'est pas le cas en revanche des nombres 5 et 10 qui ont un autre diviseur commun qui est 5. Ensuite, on va chercher un entier E qui soit justement premier avec phi de n. Donc c'est-à-dire tel que le PGCD des deux soit égal à 1. En effet, le PGCD c'est le plus grand commun dénominateur. Donc là, on a beaucoup de latitude pour trouver un tel E. Et enfin, il nous reste à trouver un entier D tel que E et D soient inversibles. Mais pas inversible dans le sens commun, hein, inversible modulo phi de n. C'est-à-dire qu'on avait notre ensemble des entiers naturels et on va s'intéresser à un autre ensemble. Donc pour tous ces entiers naturels, on va regarder le reste dans la division euclidienne par phi de n. Et donc on va créer un nouvel ensemble, cette fois fini. Et donc dire qu'ils sont inversibles modulo phi de n, ça veut dire que E fois D c'est égal à 1, plus un multiple de phi de n. Ce qu'on peut aussi écrire avec des congruences en disant que ED est congru à 1 modulo phi de n. Et donc pour trouver un tel D, il existe un algorithme, c'est l'algorithme d'Euclide étendu, qu'on va justement aborder juste après. Et donc maintenant qu'on a fait ces 4 étapes, on a la clé publique qui est composée de n et de e, et la clé privée qui est composée des deux nombres premiers et de l'entier D. Et la solidité, la robustesse de ce protocole RSA, eh bien, elle repose sur le fait que si vous connaissez n, vous ne pouvez pas connaître P et Q, en tout cas pas de manière efficiente. C'est-à-dire qu'il n'existe pas aujourd'hui, avec la puissance de calcul actuelle, il n'existe pas de manière de trouver la décomposition au facteur premier de nombres excessivement grands. Donc connaissant n, on ne sait pas trouver en un temps raisonnable P et Q, et donc on ne sait pas trouver phi de n, et donc on ne sait pas trouver D, et également on n'a pas d'autre manière de trouver D autre qu'en passant par phi de n et donc par P et Q. C'est donc ce qui explique sur quoi repose la solidité du protocole RSA. Alors prenons un exemple pour illustrer cet algorithme d'Euclide étendu. Imaginons qu'on ait phi de n égale à 17 et e égale à 3 pour fixer les idées. Je commence par calculer leur PGCD. Donc ça, pour faire ça, je vais utiliser l'algorithme d'Euclide classique. Je commence en écrivant la division euclidienne de 17 par 3, etc. Et dans pareil cas, le dernier reste non nul, c'est lui qu'on appelle le PGCD. Mais moi, je rappelle, je veux trouver un entier D tel que 3 fois D, ça soit égal à 1 plus un multiple de 17, un multiple de phi de n. Je vais partir de l'égalité justement où intervient le PGCD dans mon algorithme d'Euclide. Et le 2 qui apparaît ici, je vais le remplacer grâce à la toute première égalité que j'avais. J'avais que 17 c'est 3 fois 5 plus 2, donc 2 c'est 17 moins 3 fois 5. J'ai isolé le 2. Et maintenant, ce que je vais faire, après avoir développé, je vais regrouper tous les termes où intervient 3, on va dire à gauche du égal, et j'obtiens donc que 3 fois 6 c'est égal à 1 plus un multiple de 17, en l'occurrence ici plus 17, et donc j'ai bien obtenu ce que je voulais, et le D qui convient ici, alors il n'y a pas unicité du D, mais un D qui convient ici, eh bien c'est D égale à 6. Alors gardons notre cher Gandalf et imaginons que Aragorn, notre personnage dans Le Seigneur des Anneaux, veuille communiquer avec Gandalf, mais de manière secrète, confidentielle. Il ne veut pas qu'un orc qui passe par là puisse intercepter le message et obtenir des informations sur ce dernier. Donc Aragorn, il veut crypter un message M. D'accord ? Alors ce message M, il va d'abord le traduire en un nombre. On va voir dans l'exemple concret comment est-ce qu'on peut faire. Et ensuite, une fois qu'il a son message en tant que nombre, il va crypter ce nombre. Donc il va calculer m à la puissance e, mais modulo n. C'est-à-dire qu'il va regarder le reste par la division euclidienne de m puissance e, donc le reste par la division euclidienne par n. Et c'est ça qu'il envoie à Gandalf. Il envoie donc m puissance e modulo n, c'est-à-dire son reste par la division euclidienne par n. Donc, si un orc intercepte le message, il va connaître n et e. Bon, c'était la clé publique, pas de vraie information là-dessus. Et m puissance e.
Et c'est tout. Gandalf, lui, il muni de sa clé privée, il va élever à la puissance d le nombre envoyé par Aragorn. Donc il va calculer m puissance e fois d, modulo n, et c'est là où il y a un résultat mathématique qui intervient, qu'on va démontrer justement, c'est le théorème d'Euler, qui dit que ce m puissance d, en fait, a le même reste dans la division euclidienne par n que m. Et donc si m était plus petit que n, il est égal à son propre reste dans la division euclidienne, et donc en fait, en élevant à la puissance d le nombre d'Aragorn, il retrouve le nombre associé au message m. Il retrouve le message m, et il a donc déchiffré le message d'Aragorn. Et ça, en fait, pour le faire, il a eu besoin de connaître D, et on ne connaît pas d'autre manière de trouver D qu'en connaissant P et Q, c'est-à-dire la clé privée. Et donc notre orc, lui, il n'a aucune chance, même en interceptant le message, de pouvoir le déchiffrer en un temps raisonnable. Passons maintenant à la démonstration du chiffrement RSA. Comment Gandalf a-t-il pu déchiffrer le message qui lui avait été envoyé? Alors pour ceux qui veulent passer directement à l'exemple informatique concret, vous pouvez le faire via la timeline sous la vidéo. Pour les autres, on fait donc la démonstration. Alors, on avait vu que le message chiffré, c'était m puissance ed, e fois d. Qu'est-ce qu'on sait sur e fois d? On sait par construction que c'est égal à 1 plus un multiple de phi de n. C'est-à-dire qu'il existe un entier k tel que e fois d, ça soit 1 plus k fois phi de n. On a traduit le fait d'être un multiple de phi de n, c'est k fois phi de n. Donc, m à la puissance ed, c'est m à la puissance 1 plus k phi de n. Et là, avec les règles de calcul sur les puissances, c'est égal à m fois m puissance phi de n, le tout puissance k. Et tout ça modulo n, c'est-à-dire qu'on va regarder le reste dans la division euclidienne par n de ce nombre-là. Et c'est là qu'intervient Euler, et plus particulièrement son théorème. Il dit en effet que dans pareil cas, m à la puissance phi de n a le même reste que 1 dans la division euclidienne par n. Et donc, si on est muni de ce théorème, on conclut, parce que m puissance phi de n, on le remplace par 1 à la puissance k, c'est-à-dire 1 fois 1 fois 1, k fois, c'est 1, et donc m fois 1, on retrouve m, notre message du début. Alors, quand même, ce théorème d'Euler, j'ai envie de vous donner quelques pistes pour comprendre d'où il vient. Alors peut-être vous le connaissez plutôt sous le nom du théorème qui généralise, le petit théorème de Fermat. La seule différence, c'est que dans le petit théorème de Fermat, on n'a pas phi de n en exposant, on a p-1, où p est un nombre premier. Et donc comment on peut expliquer ce théorème? Eh bien, dans tout cet exposé, quand je vous ai dit on travaille dans l'ensemble des entiers, et plus particulièrement des restes par la division euclidienne par n, en fait on travaille dans l'ensemble z sur nz. Et on peut s'intéresser aux éléments inversibles de cet ensemble. Et donc c'est exactement les éléments qui vont être premiers avec n, et de tels éléments, il y en a phi de n, c'est la définition justement de phi de n, l'indicatrice d'Euler. Donc ici vous avez un ensemble, en fait plus précisément le groupe z sur nz, muni de la loi fois. Donc ce groupe des inversibles modulo n, il est de cardinal phi de n. Et quand vous travaillez sur de tels ensembles, quand vous faites de la théorie des groupes, il existe un résultat qui s'appelle le théorème de Lagrange, que l'on voit au début de la théorie des groupes, qui dit que si vous prenez un élément de cet ensemble et que vous l'élevez à la puissance le cardinal de l'ensemble, du groupe ici, eh bien vous obtenez l'élément neutre, à savoir 1. Et donc en fait le théorème d'Euler est une application du théorème de Lagrange dans le groupe des inversibles z sur nz. Donc ça voilà pour les détails un peu plus velus, un peu plus techniques, qui expliquent d'où vient ce théorème d'Euler. Regardons maintenant concrètement comment se déroule le chiffrement par RSA. Donc j'ai choisi un petit notebook des familles pour vous présenter les choses et on va suivre étape par étape
le protocole RSA. Je commence par choisir deux nombres premiers, P et Q, je calcule leur produit, je calcule phi de n. Il me reste ensuite à trouver un entier E qui soit premier avec phi de n, E égale à 7 par exemple convient parfaitement. Ici on a une grande latitude pour trouver E. Pour trouver D, j'applique mon algorithme de Euclide étendu, on l'a un peu évoqué en exemple, donc ça je le laisse le faire, et j'obtiens ainsi ma clé publique et ma clé privée. Imaginons en premier exemple que vous vouliez coder le nombre 27. Alors ce n'est pas un exemple très réaliste, nous on a plutôt envie de chiffrer du texte, mais regardons quand même ce qui se passe. Donc ce 27, j'ai dans l'idée de l'élever à la puissance E et puis de regarder ça modulo n. Et bien en fait pour regarder ça modulo n informatiquement, je lui dis de se placer dans l'ensemble où justement on regarde les nombres à travers le reste par la division euclidienne par n. Donc c'est ce fameux A ici que je définis. Tout ça c'est pour dire qu'on demande les résultats modulo n. Et donc le nombre 27, il est chiffré par RSA par ce nombre-là. Et pour déchiffrer, je fais la même chose, sauf que je ne prends pas la puissance E, mais la puissance D. Et effectivement, je retombe sur mes pas, je retrouve 27. Donc voilà un petit exemple classique qui vous montre que tout se passe comme on l'imaginait. Bon, imaginons maintenant que vous vouliez coder un vrai message. Au hasard, je choisis le message « Abonne-toi ». Et donc au passage, n'hésitez pas si ce n'est pas déjà fait. Donc ici, quelle serait l'idée? Alors, il y a le bon et le mauvais codeur. Le mauvais codeur, il voit du texte, il prend une lettre, il la retranscrit en ASCII. Et puis, il ne cherche pas à comprendre, il chiffre. Puis tu as le bon codeur, lui il voit du texte, il choisit une lettre, bon, il la retranscrit aussi en ASCII, mais c'est pas pareil parce que lui il va pas la chiffrer. Alors pourquoi justement donc le but pour passer du texte à des nombres, c'est de par exemple pour un caractère donné le retranscrire en ASCII. Donc c'est-à-dire que ça va vous donner un nombre à 3 chiffres. Mais pourquoi je n'ai pas envie de crypter séparément chacune des lettres? Si je faisais ça, bah, tous les A ils seraient cryptés par le même nombre. Et donc là, ça vous rappelle l'attaque qu'on avait eue sur le chiffrement de César. Ça voudrait dire que je pourrais reconnaître quelles sont les lettres utilisées. La lettre la plus fréquente pourrait ainsi être le E, et je pourrais le savoir par analyse fréquentielle. Donc je ne vais pas crypter séparément lettre par lettre. Donc je vais demander la traduction ASCII de chacun des caractères, et ce que je vais faire, c'est que je vais les regrouper par blocs de 4, et c'est ces blocs de 4 que je vais chiffrer par RSA, et non pas le caractère de chacune des lettres. Donc ici, ça c'est le code pour faire ce que je vous dis. Donc le message à crypter, c'est abonne-toi. Je le traduis en ASCII, donc la lettre A, on lui associe le nombre 65, la B, le nombre 98, donc ça c'est le ASCII classique. Ici, j'homogénéise pour avoir seulement, pour que tous mes nombres soient avec 3 chiffres, et je crée des blocs de 4. D'accord? Donc ici, par exemple, j'en avais que 3, je reprends le 0 là pour faire des blocs de 4. Je prends des blocs de 4, l'idée c'est de prendre des blocs très grands. Ici, je choisis des blocs de 4 parce que j'avais des nombres premiers qui étaient à 4 chiffres. Donc d'accord. Donc ça, il faut que vous, si vous voulez prendre des blocs plus gros, il faut que vous choisissiez des nombres premiers plus grands. Donc ici, je chiffre séparément chacun de ces blocs et j'obtiens donc le chiffré suivant. Et bien pour déchiffrer, donc le message crypté c'est celui-là. Pour déchiffrer, je vais déchiffrer séparément tous ces nombres-là. J'obtiens ceci et je reconstitue mes blocs de 4. En fait, je refais le contraire, les étapes précédentes, mais dans l'autre sens. Et ensuite, je repasse du caractère en ASCII au message en lettres et je retrouve ici abonne-toi. Donc voilà pour le fonctionnement. Cette vidéo touche à sa fin.
quelques derniers mots sur RSA. Ici, on a étudié le modèle mathématique du chiffrement de RSA, mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. En fait, le gros du travail du cryptologue, c'est la partie implémentation. En effet, beaucoup d'attaques vont cibler le facteur machine ou le facteur humain pour obtenir des informations sur les protocoles mis en jeu. À titre d'exemple, hein, en étudiant la consommation électrique d'un ordinateur, on peut être capable de savoir quels sont les calculs qu'il est en train d'entreprendre et donc d'obtenir ainsi des informations. Donc c'est ce genre d'attaque pernicieuse qu'il faut aussi contrer. Donc c'est effectivement valable pour RSA. Quant à savoir si RSA a encore de beaux jours devant lui, c'est discutable parce que avec l'avènement futur des ordinateurs quantiques, il existe déjà un algorithme, l'algorithme de Shor, qui permet de trouver la décomposition en facteur premier d'un nombre, et donc ici de trouver P et Q à partir de N. Et donc si on trouve P et Q, bien on peut trouver D et donc la clé privée, ce qui marquerait donc un coup d'arrêt à RSA qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Il est utilisé par exemple pour sécuriser les codes nucléaires de la Russie, mais il pourrait être remplacé par d'autres cryptosystèmes dans le futur, la vie étant ainsi faite. Je te remercie chaleureusement d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à lâcher un petit pouce, ça fait toujours plaisir, et à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je pense notamment à des vidéos de crypto, comme la crypto sur courbe elliptique, mais pas que. La prochaine vidéo portera par exemple sur l'exponentielle. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire. Je te dis à bientôt et restez curieux.